Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Elisabeth, j'entre en 3e année de médecine et j'ai été tutrice l'an dernier en bio. Et là, je suis respo bio pour la pré-entrée. Et ensuite, bon, j'ai fait aussi des maths, mais bon, ça, c'est pas très important. Aujourd'hui, on va corriger le premier exercice de Biocell. J'espère que vous l'avez bien préparé. Si vous ne l'avez pas préparé, c'est pas grave, vous allez quand même apprendre plein de choses. Je vais vraiment vous expliquer le raisonnement à avoir pour faire face à un exercice de biologie, analyser le texte, bien analyser les figures, puis après s'occuper de la question. Donc même si c'est toujours mieux de préparer ces exercices pour choper le plus d'informations en cours, même si vous le découvrez là pendant la séance, c'est pas si grave que ça. Donc cet exercice va porter sur le cytosquelette. Vous avez un cours normalement mardi et vous avez eu le temps d'assimiler quelques notions, de l'apprendre et ensuite de le préparer. J'ai l'impression que la chaleur vous monte un petit peu à la tête. Allez. C'est perdu, on dirait. Ouais. Alors, comme tout le monde est installé, on va commencer. Même si tout le monde n'est pas installé, on va quand même commencer. On va pas s'adapter aux retardataires. Hein? Alors, donc l'exercice commence toujours par un petit texte d'introduction et le but, c'est pour vous d'extraire les informations qui vont vous servir pour la suite, que ce soit pour une figure ou que ce soit même pour l'exercice en général. Donc, même si les textes sont parfois un peu longs, il faut quand même les lire parce qu'il y a des informations cachées, il ne faut pas les louper, sinon ça peut vous handicaper. Donc on y va. Alors, comme de nombreux parasites, les virus dépendent de la machinerie des cellules hôtes pour leurs diverses activités et notamment pour leur transport au sein du cytoplasme. Alors, déjà sur cette première phrase, on a la notion de virus. Donc ça, déjà, bon, même si ça va être détaillé ensuite, dans un texte d'intro, il faut toujours chercher l'acteur, donc qui on va étudier pendant l'exercice. Ensuite, il faut chercher le thème de l'exercice, donc à quel chapitre il se rapporte. Donc là, pour l'acteur, on a déjà une idée, ça pourrait être un virus, comme on en parle là. Et ensuite, on parle de transport au sein du cytoplasme. Donc ça, c'est un premier thème. Et ce thème, on peut essayer de le relier à un chapitre qu'on a vu en cours. Dès qu'on parle de transport au sein du cytoplasme, on parle de mouvement. À quoi ça vous fait penser le mouvement? Moi, ça me fait penser au cytomotosquelette. Voilà. Bon. Ensuite, on continue. Le virus de l'immunodéficience bovine BIV appartient à la famille des rétrovirus et partage des similarités morphologiques, antigéniques et génomiques avec le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, mais ne semble pas toucher l'homme. Bon. Là, c'est le genre de phrase qui ne sert à rien à part le sujet de la phrase, le virus de l'immunodéficience bovine BIV. Donc là, vous surlignez virus de l'immunodéficience bovine parce que c'est lui l'acteur de l'exercice. C'est lui qu'on va étudier et qu'on va suivre. Alors, ça peut être un virus, ça peut être un autre pathogène, mais ça peut être aussi une molécule. Voilà, comme acteur qu'on suit. Alors, ensuite, on s'en fout, les similarités avec le VIH, c'est juste pour vous faire parler. Hein. Il a donc pu servir de modèle pour étudier la biologie de l'infection par le VIH. Les chercheurs se sont alors penchés sur son mécanisme de transport au sein de la cellule. Et pareil, qu'est-ce qu'on surligne? Mécanisme de transport au sein de la cellule. Ça, c'est le thème, c'est ce qu'on va étudier, le transport. Étant donné que de nombreux virus progressent dans le cytoplasme grâce aux microtubules, les chercheurs ont voulu savoir s'ils étaient nécessaires pour le cycle infectieux de BIV. Et là, pareil, on surligne microtubules,
parce que ça nous donne donc le chapitre de cours qui est en lien avec cet exercice. Donc, direct, vous mettez en mode, ah d'accord, cytosquelette, microtubule, tubuline hétérodimère de tubuline, enfin je sais pas, voilà. Vous vous mettez déjà dans votre chapitre. Donc voilà ce qui est à surligner dans le texte. BIV, transport, microtubule. On commence par une première question de cours. Donc je vous rappelle, en bio, vous avez deux types de questions. Des questions de cours qui sont plutôt minoritaires, je dirais entre un quart, un cinquième des questions qui sont des questions de cours pures. Et le reste des questions, la majorité, c'est des analyses de figures, de documents extraits de revues scientifiques. Et l'exercice se conclut toujours par une question de synthèse qui reprend l'ensemble des conclusions intermédiaires qu'on a vues tout au long de l'exercice. Bon. Donc on commence par une question de cours pure. Vous avez eu le temps depuis mardi de l'apprendre, ou en tout cas de le voir une première fois. Donc, concernant les microtubules, indiquez là où les réponses exactes. A. Les microtubules labiles sont des structures polarisées et dynamiques. Réponse vrai. Très bien. Alors, déjà, les microtubules sont labiles parce qu'on sait que ce sont des structures dynamiques qui sont capables de se polymériser et capables aussi de se dépolymériser. Donc, vous avez une instabilité dynamique pour ces microtubules qu'on appelle donc labiles. Et on sait aussi que les microtubules sont polarisés. On sait que le pôle moins, il est du côté de la tubuline alpha et que le pôle plus, il est du côté de la tubuline bêta. Et aussi, si vous prenez le microtubule dans son ensemble, vous allez avoir un pôle plus au niveau de la périphérie et un pôle moins au niveau du centrosome, qui est le lieu à partir desquels les microtubules se développent. On appelle ça le centre de nucléation des microtubules. Donc, la réponse A est vraie. Ensuite, B, les microtubules sont formés d'homodimères de tubuline. Faux. En effet, petit piège, ce ne sont pas des homodimères, mais des hétérodimères. Donc, je rappelle, dimère, ça veut dire que la protéine est formée de deux sous-unités. Une première sous-unité que je dessine en bleu, donc c'est la tubuline alpha. Et une deuxième sous-unité, la tubuline bêta. Et donc, comme ces deux sous-unités, on appelle ça dimère, et comme les deux sous-unités sont différentes, une alpha, une bêta, c'est donc hétéro. Donc, la réponse est fausse. C, la présence de GTP est nécessaire pour qu'il y ait polymérisation. C'est vrai, tout à fait. Alors que l'hydrolyse du GTP, ça déstabilise le microtubule et donc c'est plus favorable, enfin, c'est plus du côté de la dépolymérisation. Ensuite, alors là, juste, notez-le dans votre correction qui va vous être distribuée à la fin du cours. Il y a une petite erreur pour cette réponse C. Il manque, vous allez avoir votre phrase, vous notez-le juste dans un coin. C'est pas polymérisé, mais c'est dépolymérisé. Il manque juste un D devant le polymérisé. Et ça change entièrement le sens de la phrase, donc c'est un peu con. Donc c'est dépolymérisé et pas polymérisé. Ensuite, D, les protéines associées aux microtubules, MAPS, ne sont en général pas phosphorylables. C'est faux. Voilà, ça c'est typiquement voilà, dans votre cours une petite phrase un peu égarée, cachée, mais c'est à savoir. Voilà, des détails comme ça sont à savoir. Et donc c'est faux, les MAPS sont très souvent phosphorylables. Et aucune de ces réponses n'est juste. On continue avec une deuxième question de cours qui concerne les microfilaments en général. Donc pas forcément que les intermédiaires, mais ça peut être actine, myosine ou intermédiaire. Donc A, la présence d'ATP est nécessaire à la polymérisation des actines G en actine F. C'est tout à fait vrai. Contrairement aux microtubules qui ont besoin de GTP, les filaments d'actine ont besoin d'ATP.
Et donc c'est bien polymérisation des actines G globulaires ou globuleuses en actine F filament. Par exemple, s'il y avait eu une inversion entre actine F et actine G, la proposition aurait été fausse. Il faut vraiment faire attention en bio à ces petits détails comme ça. Il faut bien lire chaque morceau. Bon, là, elle est vraie. B. Le cortex cellulaire est un réseau d'actines situé sous la membrane plasmique. Donc ça, déjà, première partie de phrase, vrai. Et fixé à celle-ci par des protéines d'ancrage comme la vinculine et l'alpha-actinine. Et bien, c'est aussi vrai. La vinculine et l'alpha-actinine sont bien des protéines d'ancrage. La vinculine, il me semble qu'elle fait juste de l'ancrage, alors que l'alpha-actinine, elle fait aussi de la fasciculation. Donc ça, c'est un peu barbare. Vous devez apprendre voilà, les noms de ces protéines qui ont chacun un rôle particulier. Vous devez apprendre les noms et leur rôle. C'est une petite liste, c'est un peu chiant, mais ça se fait. C. Les microfilaments intermédiaires sont stables, non polarisés et solubles. C'est pourquoi ils ont un rôle essentiel architectural. Alors là, je tiens juste à préciser, il y a une question sur le forum. Le nom, il est lié juste à polariser. Donc c'est stable, non polarisé, virgule, tout ça, et soluble. Donc, en effet, les microfilaments intermédiaires sont bien stables. Ils ne sont pas polarisés, mais en revanche, ils ne sont pas solubles, ils sont insolubles. Donc, comme vous avez un des adjectifs de la phrase qui est faux, et ben, ça rend la proposition fausse dans son ensemble. Donc, C est faux parce que les microfilaments intermédiaires ne sont pas solubles. D. La myosine 2 peut s'associer tête bêche aux molécules d'actine afin de former des réseaux contractiles. C'est tout à fait vrai, il n'y a rien à ajouter, ça c'est du cours pur, c'est à savoir. Bon, c'est bien la myosine 2 qui s'associe à l'actine. Donc question 2, A, B, D, vrai, question E est fausse. On continue. Donc maintenant on entre dans le vif du sujet des exercices de bio. Donc c'est l'analyse de figures. C'est parti pour analyse du texte. Pour vérifier leur première hypothèse, première hypothèse étant BIV impliqué dans le... Pardon, n'importe quoi. Première hypothèse, c'était le mécanisme... voilà, c'est les virus progressent dans le cytoplasme grâce aux microtubules. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, pour vérifier leur première hypothèse, une lignée de cellules épithéliales canines, les cellules CF2TH. Il ne faut pas avoir peur des noms comme ça, barbares. C'est juste... voilà, comme ça, on se dit, oh là là, il y a des lettres, il y a des chiffres, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est juste... Enfin, vous le retenez le temps de l'exercice, vous l'oubliez à la fin de l'exercice. C'est des noms compliqués pour pas grand-chose. C'est juste des cellules et on leur donne un nom parce qu'elles sont particulières. Mais... Donc, les cellules CF2TH... a été traité avec 1 micromolaire de nocodazole ou avec le même volume de DMSO pendant 2 heures. Puis, ces cellules, elles ont été infectées par BIV pendant 24 heures ou 48 heures à 40 multiplicity of infection. Bon. Alors, déjà, par rapport aux unités, donc micromolaire, ça veut dire micromol par litre. Le molaire, ça veut dire mol par litre. Pour moi, c'est plus une mesure de concentration et pas une mesure de volume. Parce qu'après, dans le texte, vous avez le même volume. Moi, je trouve pas ça très correct. Pour moi, micromolaire, c'est une notation de concentration. Ensuite, vous avez une autre unité un peu bizarre, c'est multiplicity of infection. Et ça veut juste dire, c'est une sorte de quantification de la... Enfin, c'est la quantité virale qu'on injecte dans la cellule. Donc vraiment, ça aussi, c'est le genre d'informations qui ont l'air compliquées, mais il faut passer outre. Ensuite, ces cellules sont souvent utilisées pour la culture de certains virus, comme le BIV. Le surnageant contenant les virus a ensuite été incubé avec des cellules à indicateur biveux
qui permettent de fabriquer la protéine GFP lorsque le domaine LTR de l'ADN de BIV est présent. Alors là, c'est une phrase un peu compliquée. Moi, je la trouve un peu trop compliquée. Je pense que ce sera mieux explicité dans des épreuves faites par les profs. En gros, ce que ça veut dire, donc déjà, je vous rappelle le principe de GFP. Donc GFP, c'est une protéine qui est autofluorescente. Et en fait, on va exploiter sa propriété fluorescente en la fusionnant avec une autre protéine. Vous êtes fort quand même. Et sauf que là, en fait, on ne parle pas du tout de protéines de fusion. C'est juste, on vous dit qu'il va y avoir fabrication de GFP, donc fabrication d'un signal fluorescent, quand il y aura l'ADN de BIV qui sera présent. Comme vous le savez, un virus, qu'est-ce que ça fait? Ça pénètre. Un petit virus, ça pénètre dans la cellule. Alors, vous avez des virus soit qui possèdent de l'ARN, soit qui possèdent de l'ADN. Voilà, il y a plusieurs types. Et en fait, le but du virus, c'est d'utiliser les mécanismes de réplication de la cellule hôte pour se faire de la réplication, faire de la transcription et pouvoir fabriquer des protéines virales. Mais comme lui, il n'est pas capable de le faire tout seul, il va utiliser les mécanismes de la cellule hôte pour créer ses propres protéines virales. Donc, mais avant qu'il crée des protéines, il doit créer de l'ADN. Par exemple, ici, il me semble que BIV, c'est un rétrovirus. Donc, rétrovirus, ça veut dire virus qui a de l'ARN. Donc, d'abord, il doit faire une rétrotranscription. Ça veut dire qu'il doit transformer son ARN en ADN. Et ensuite, il y aura de l'ARN, puis de la protéine. Bon. Donc, ici, l'idée, c'est que quand vous allez avoir de l'ADN viral dans la cellule hôte, il va y avoir une protéine GFP qui va être fabriquée. Bon. Donc, en gros, ça veut dire que quand le virus infecte la cellule, il y aura du GFP, donc un signal fluorescent. Donc là, on va regarder la figure A. Vous avez trois expériences. Une expérience sur des cellules non traitées, untreated. Une expérience sur des cellules traitées avec du DMSO. Et une dernière expérience avec du nocodazole. Bon. Alors, on voit que sur la première image sans traitement, vous avez du signal fluorescent. Vous voyez de la fluorescence. Ça veut dire que il y a eu fabrication de GFP, donc ça veut dire qu'il y a eu infection de la cellule par BIV. Je vous note tout à l'heure, par rapport au texte, en fait, ce qu'il fallait noter sur votre brouillon, c'était GFP, ça correspond à infection par BIV. Donc, sans traitement, vous avez bien une infection par BIV, c'est logique. On injecte du virus, il y a une infection, pas très surprenant. Quand on traite avec DMSO, pareil, on voit du signal fluorescent de la GFP, donc ça veut dire qu'il y a eu bien infection par BIV, donc le traitement au DMSO n'influence pas ni en mal ni en bien l'infection. En revanche, quand on met du nocodazole, plus de signal fluorescent, plus de GFP. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que le traitement au nocodazole diminue l'infection par BIV. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de la figure 1A, c'est que le traitement au nocodazole diminue l'infection par BIV. Ok, maintenant on passe à la deuxième partie de la figure 1. Les chercheurs ont ensuite utilisé des cellules à indicateur BIVL afin de tester différents niveaux d'infection et d'observer les effets du nocodazole selon le moment du traitement.
Ces cellules expriment le gène reporter de la luciférase qui est sous le contrôle de la région LTR de l'ADN du virus. Ainsi, l'activité de la luciférase permet de quantifier le taux d'infection des cellules. Bon, pareil, ça c'est un peu compliqué. C'est une méthode, le gène reporter, qui est vue en biochimie. En gros, ça veut dire que vous avez un gène. Donc ici, c'est le gène d'une protéine qui s'appelle la luciférase. Déjà, la luciférase, il faut noter que c'est une protéine qui émet de la lumière. Ça émet des photons. Donc, c'est une protéine qui est visible, enfin qui peut être étudiée facilement parce qu'elle émet de la lumière, comme le GFP qui est fluorescent. C'est facile à étudier. Bon. Et en fait, son gène, il va être sous le contrôle d'un autre gène. Ici, ça va être d'une autre partie d'ADN qui est la région LTR de l'ADN du virus. Donc, si on fait un mini-schéma qui est, à mon avis, faux dans la réalité, mais juste pour comprendre le principe, c'est que si vous avez intégration donc, de la région LTR de l'ADN du virus, cette partie d'ADN va activer la transcription du gène de la luciférase. Donc en gros, quand vous avez infection, donc intégration de l'ADN du virus dans la cellule, donc ici ça veut dire LTR, donc c'est infection, vous allez avoir transcription du gène de la luciférase, et après une transcription, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir un ARN messager luciférase. Et ça va être traduction. Et vous allez avoir donc la protéine luciférase. Et cette protéine luciférase, elle va émettre de la lumière. Et ça, c'est quantifiable. Et donc, si on oublie les étapes intermédiaires, ce qu'il faut retenir, c'est que quand il y a infection, eh ben, il y a signal lumineux quantifiable. Donc, ça vous permet de comprendre la phrase. Ainsi, l'activité de la luciférase, donc l'activité lumineuse de la luciférase, permet de quantifier le taux d'infection des cellules. Voilà. Bon, j'espère en tout cas ce qu'il faut. Bon, même si vous ne comprenez pas toute la méthode, c'est juste ce qu'il faut retenir, c'est le lien entre infection et activité de la luciférase. C'est lié. Donc, ici on a des beaux graphes. On va prendre la C en exemple, parce que la C et la D se ressemblent, c'est juste qu'il y a une différence de concentration. Alors, sur la C, colonne sans traitement, vous avez une activité de la luciférase qui est à peu près à 35 unités arbitraires. Donc ça va être notre colonne témoin. Donc on va tout comparer par rapport à cette colonne sans traitement. Maintenant, on passe à la deuxième colonne, DMSO. On voit que, voilà, on a plutôt, on va dire, une activité à 33. Bon. En bio, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui importe, c'est les différences significatives. Notez-le. Vraiment, même si là, il y a une très légère diminution, elle n'est pas significative. Donc, on ne va pas la prendre en compte. Souvent, si les exos sont bien clairs, bien faits et tout ça, vous avez une petite étoile quand la différence est significative. Donc ça vous permet d'éviter des ambiguïtés. Là, on pourrait dire que DMSO, ça diminue un petit peu, mais en fait, non. Donc d'habitude, il y a des petites étoiles quand c'est significatif. Mais bon, je vous dis juste si vous le rencontrez dans un autre exercice. Donc DMSO, on estime que voilà, l'activité n'est pas vraiment modifiée. Donc le traitement au DMSO ne fait rien par rapport à l'infection.
Donc ça, c'est bien en accord avec notre image de microscopie. Sur le GFP, il n'y avait pas de différence. Et sur la luciférase, il n'y a pas de différence. En revanche, quand on met du nocodazole, vous avez une diminution de l'activité de la luciférase. Et on voit que cette diminution de l'activité de la luciférase, elle est de plus en plus forte quand on augmente la concentration du nocodazole. Donc, quand on voit que l'effet augmente en fonction de la concentration, on dit que c'est un effet dose dépendant. Je vous conseille de noter ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent en bio, c'est l'effet dose dépendant. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre son effet et sa dose. C'est très logique. Donc, comme avec le nocodazole, il y a diminution de l'activité de la luciférase par rapport au témoin, ça veut dire qu'il y a diminution de l'infection. Donc, pareil que la microscopie, le traitement au nocodazole diminue l'infection par BIV. Ensuite, il y a une dernière figure, la figure E. En fait, cette figure, elle permet d'étudier l'effet du nocodazole selon le moment auquel on a introduit le nocodazole. Donc, vous voyez dans cette colonne-là, on a introduit le nocodazole avant l'infection. Et là, on l'a introduit 4 heures après l'infection et ici 8 heures après l'infection. Donc, on veut voir si ça a une influence le temps d'introduction. Donc, quand on introduit le nocodazole avant l'infection, on a un grand effet, une grosse diminution. On passe de 35 à 10. Alors que quand on le fait après l'infection, l'effet est moins grand. On passe de 35 à 25. Et à 8 heures après l'infection, c'est trop tard. Le traitement en nocodazole n'aura pas d'effet sur l'infection. Vous voyez, colonne témoin égale nocodazole 8 heures. Donc ça veut dire que le nocodazole est efficace que lors de la phase initiale de l'infection. Donc ce qu'on déduit de la figure E, c'est que le nocodazole n'est efficace que lors de la phase initiale de l'infection. Alors, question 3. L'analyse de la figure 1 permet de dire que A. BIV se fixe au microtubule pour traverser le cytoplasme. La réponse, elle est fausse parce que on n'a aucune information sur une possible interaction entre BIV et les microtubules. Pas d'information. Ici, on n'a que des informations sur l'infection et pas sur des interactions entre des protéines. Je vous rappelle que si vous voulez des informations sur des interactions, il faudra faire une co-immunoprécipitation. Or, ce n'est pas le cas. Donc A est faux, on n'a pas assez d'informations. B. Le traitement par le DMSO semble favoriser l'infection. Faux. On a bien vu à la fois pour le GFP et à la fois pour la luciférase que les résultats étaient les mêmes pour le témoin et pour les cellules traitées avec DMSO. Donc le traitement par DMSO n'a aucune influence sur l'infection, qu'elle soit positive ou négative. Ensuite, C. Les microtubules semblent nécessaires au cycle infectieux de BIV, surtout dans la phase initiale. Alors, j'avais pas complètement fini le raisonnement tout à l'heure. Donc, ce qu'on avait vu, c'est quoi? C'est que le nocodazole, donc si on fait juste une phrase un peu simple, on sait que le nocodazole, NOC, entraîne une diminution de l'infection. Et vous savez, d'après votre cours, que le nocodazole, c'est un inhibiteur des microtubules. Quand vous avez du nocodazole, en fait, il se fixe aux hétérodimères de tubuline alpha-bêta et il empêche la polymérisation et il favorise la dépolymérisation.
Donc ça veut dire que quand on déstabilise les microtubules, donc quand les microtubules sont détruits presque, sont inhibés, on a une diminution de l'infection. Donc, on en déduit que les microtubules, ils semblent indispensables au cycle infectieux de BIV. Et on en déduit que c'est surtout pendant la phase initiale, parce qu'on a bien vu dans la figure E que le docodazole était surtout efficace avant l'infection et au début de l'infection. Donc ça veut dire que les microtubules semblent nécessaires, surtout dans la phase initiale. La proposition, elle est vraie. D. En favorisant la polymérisation des microtubules, le nocodazole diminue fortement l'infection virale. Eh bien c'est faux, parce que le nocodazole, il ne favorise pas la polymérisation, il favorise la dépolymérisation. Donc la première partie de la phrase est fausse, c'est pas ça l'action du nocodazole. En revanche, la deuxième partie est vraie. On a bien vu que le nocodazole diminuait fortement l'infection virale. Voilà. Alors maintenant, ce que je vous conseille de faire, quand vous faites un exercice, c'est de garder une partie du brouillon où vous notez toutes vos conclusions. Donc ici, on va noter nos conclusions de la figure 1. Et en fait, il n'y en a pas tellement, hein. Donc, je vais recommencer plus haut, sinon on n'aura pas la place. Donc, figure 1. Je connaissais pas celui-là, c'est quoi? Donc, on a vu que nocodazole diminue l'infection. Qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Que les microtubules nécessaires à infection virale. Le musique a reçu l'avion, il le relance. Tout de suite. Tu vas relancer, oui. On attend là. Et on peut aussi noter, mais je pense que c'est que DMSO, ça n'a aucun effet. Donc je mets juste un 0 barré, ça ne fait rien. Voilà. Donc et on peut aussi ajouter nécessaire à infection virale et on met entre parenthèses phase initiale. On comprendra pourquoi c'est surtout pendant la phase initiale de l'infection. En effet, là déjà, on a une information importante, c'est que les microtubules, ils sont quand même importants dans l'infection. Donc, ça veut dire qu'ils participent sûrement au transport du virus dans la cellule au sein du cytoplasme. Voilà. On passe aux figures suivantes. Dans une deuxième série d'expériences, les chercheurs ont voulu savoir si les microtubules étaient spécifiquement impliqués dans le transport de BIV. Pour cela, ils ont observé la localisation des particules virales dans des cellules infectées par des cellules infectées par immunofluorescence à l'aide d'anticorps anti-CA, une protéine de la capside du virus. Donc le marquage avec l'immunomarquage avec l'anticorps anti-CA, il va nous permettre de visualiser donc la capside, donc par extension le virus. Donc ça, on note qu'on utilise l'anticorps anti-CA. Alors là, il me semble que sur vos polis, on ne voit pas grand-chose. Et même là, sur l'écran, on ne voit pas grand-chose. La difficulté des images de microscopie, c'est qu'elles sont en couleur dans la vraie vie et que dans les sujets de concours blanc, eh ben, elles sont en noir et blanc. Donc on a essayé d'augmenter le contraste un maximum, mais parfois, ça marche pas très très bien. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette figure, on a utilisé deux anticorps et un autre marqueur. Le premier anticorps utilisé, c'est anti-CA, donc qui est en rouge sur mon image, qu'on ne voit pas.
Donc anti-CA qui permet de visualiser quoi? Le virus. Donc là, vos brouillons, vous pouvez même faire des trucs du type, vous mettez anti-CA, flèche, virus, ou BIV. Ensuite, vous avez un deuxième anticorps, c'est l'anti-gamma, attention, gamma tubuline. Qu'est-ce que ça va marquer, l'anticorps anti-gamma tubuline? Les centrosomes, ou le centrosome. Faites attention, il y a plusieurs types de tubulines. Les alpha et bêta pour les microtubules, et les complexes annulaires de gamma-tubuline qui marquent le centrosome, le centre de nucléation des microtubules. Et vous avez un dernier marqueur qui s'appelle le DAPI. C'est un marqueur fluorescent de l'ADN. Comme ça, vous savez ce que vous marquez. Donc, on marque le virus, le centrosome et l'ADN. Donc, sur nos images, les grosses plages bleues, c'est la coloration au DAPI, donc de l'ADN, donc du noyau. Donc, ça permet de localiser notre noyau. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit des petits grains, voilà. Bon, c'est pas très intéressant en fait cette image. Je pense qu'on ne peut pas en déduire grand-chose. On passe à figure B. Donc là, attention, changement. On n'utilise plus de l'anticorps anti-gamma-tubuline, mais anti-alpha-tubuline. Donc, c'est plus le centrosome qu'on visualise, mais bien les microtubules. Ces filaments verts que vous voyez sur mon image. Donc, on voit bien le noyau en bleu coloré par le DAPI, les microtubules en vert marqués par l'anticorps anti-alpha-tubuline, et normalement, en rouge, on voit des petits grains fluorescents qui correspondent au virus. Sur l'image sans traitement, les petits grains, on ne les voit pas, mais en fait, en réalité, ils sont près du noyau, ils sont autour du noyau. Sur l'image avec traitement avec DMSO, on voit aussi des petits points rouges près du noyau. Bon. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, il n'y a pas de changement. Le traitement au DMSO ne fait rien. En revanche, dans l'image avec le nocodazole, les petits points fluorescents rouges, ils ne sont pas près du noyau, mais ils se trouvent en périphérie de la cellule, vous voyez là, dans le cytoplasme. Cette localisation qui n'est pas très visible sur l'image, elle est confirmée par la figure C, qui quantifie la localisation. Sur les cellules sans traitement, vous avez 90% des particules virales qui sont autour du noyau, dans la région périnucléaire, et vous avez seulement 10% en périphérie. Pareil avec le traitement DMSO. En revanche, quand on met du nocodazole, nos particules virales, elles restent en périphérie pour la grande majorité, pour un peu plus de 80%, et le reste, la minorité, près du noyau. Donc, ça veut dire que le nocodazole, il empêche le transport des particules virales de la périphérie vers le noyau. Comme quand on introduit le nocodazole, les particules virales, elles stagnent au niveau de la périphérie, on en déduit que ça empêche le transport périphérie vers région périnucléaire. Tout ça, ça vous paraît logique parce qu'on sait que le nocodazole, ça fait quoi? Ça détruit les microtubules. S'il n'y a pas de microtubules, il n'y a pas de rails, donc le virus ne peut plus avancer dans la cellule et reste en périphérie au lieu d'aller vers son lieu d'action, le noyau. Pour la question, pour la D, c'est pareil. On localise les particules virales, c'est pas très intéressant. Et la E, c'est de la microscopie électronique à transmission. Bon. En gros, les deux figures intéressantes, c'est B et C, ici, qui nous donnent des informations. Alors, d'abord, on va faire une question de cours. À nouveau, les anticorps anti-gamma-tubuline permettent de localiser le centrosome. On l'a dit, c'est vrai.
dans le centrosome, vous avez des complexes annulaires de gamma-tubulines, vous avez 2 centrioles et d'autres choses qui permettent aux microtubules de naître et de se développer. Ensuite, B, le marquage des anticorps se fait toujours avec un fluorochrome. C'est entièrement faux. Il y a plusieurs manières de marquer les anticorps. Soit c'est avec un fluorochrome, donc ça émettra de la fluorescence, comme dans ces images. Soit vous pouvez marquer un anticorps avec une molécule radioactive, soit avec une enzyme, soit avec une bille d'or colloïdal, on appelle ça. Donc ça peut être fluorochrome, radioactivité, enzyme ou or colloïdal. C. Le microscope à contraste de phase ne permet pas d'observer des cellules vivantes. C'est faux. Petit rappel, vous avez 2 types de microscopie. Premier type, optique, microscopie optique. Deuxième type, microscopie électronique. Pour la microscopie optique, on va dire, vous pouvez observer soit des cellules vivantes, soit des cellules fixées, mortes. Alors qu'en microscopie électronique, vous n'avez pas le choix, les cellules doivent être obligatoirement fixées ou mortes. Or, le microscope à contraste de phase, c'est un microscope optique. Donc, comme c'est un microscope optique, on peut observer les 2 types, soit cellules vivantes, soit cellules mortes. Donc la proposition est fausse. Question D. Alors ça, c'était un peu... je crois que c'est pas imprimé dans vos diapos de cours des méthodes d'études. On l'a rajouté à l'oral, mais il faut bien le savoir. Hein. C'est que le DAPI, c'est un colorant fluorescent qui se lie à l'ADN et donc ça permet de localiser les noyaux. C'est vrai. En fait, le DAPI va s'intercaler dans les brins d'ADN. Il va se caler entre les nucléotides et il va émettre de la fluorescence. Donc, marquage de l'ADN, marquage du noyau. Retenez, le DAPI, je pense qu'il n'y a limite pas un concombre blanc sans qu'on parle de DAPI. Faux. Maintenant, on revient à l'analyse de notre figure 2. Donc, pour obtenir l'image de la figure 2E, il a fallu utiliser des colorants. Petit rappel, la figure 2E, c'était de la microscopie électronique à transmission. C'est une image en noir et blanc, donc pas de colorant. On a juste un faisceau d'électrons qui a traversé la lame. On regarde combien d'électrons ont traversé la lame et ça nous donne une image en noir et blanc. Donc, réponse fausse. Les colorants sont utilisés en microscopie optique. B. Le virus pourrait utiliser la machinerie des kinésines pour atteindre le noyau. C'est faux. En effet, là, votre virus, son but, c'est d'aller de la périphérie de la cellule vers le noyau. Comme vous savez, la kinésine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de quitter la cellule, d'aller niquer dehors. Donc, elle permet de transporter des éléments du centrosome vers la périphérie. Or, ici, notre virus, il veut aller de la périphérie vers le centre de la cellule. Donc, il n'utilisera pas les kinésines, mais il utilisera les dynéines. Réponse fausse. C. Le virus interagit directement avec les microtubules. Et bien ça, on n'en sait strictement rien, parce qu'on n'a pas fait d'expérience. Là, on n'a fait que des expériences de localisation et pas des expériences d'interaction. Donc, si on voulait savoir si ça interagissait, il aurait fallu faire une co-immunoprécipitation pour déduire si le virus BIV interagissait avec les microtubules. D. Les microtubules semblent nécessaires pour que le virus atteigne la région périnucléaire. C'est tout à fait vrai. En effet, quand vous mettez du nocodazole,
Donc là, je vais le noter, c'est donc ce qu'il faudra retenir. Donc figure 2. Quand vous mettez du no-codazole, vous avez, on va dire... vous avez diminution du transport périphérie vers noyau. Or, le no-codazole, on le sait, ça détruit les microtubules, donc les microtubules semblent nécessaires au transport de vie. Donc la réponse est entièrement vraie. On passe à une troisième série d'expériences. Ils ont voulu savoir comment BIV et les microtubules étaient impliqués. Pour cela, ils ont transfecté des cellules avec de la dynamitine marquée à la GFP. Donc là, dynamitine plus GFP, c'est bien la méthode de la protéine de fusion. Ça veut dire que vous avez votre dynamitine et on lui a accroché, on a fusionné avec la protéine GFP qui est autofluorescente. Donc ça veut dire que la dynamitine, eh ben, elle va fluorescer. Comme de nombreux virus utilisent les MAPS motrices pour infiltrer les cellules, ils ont voulu déterminer si BIV interagissait avec une certaine MAP nommée Dicky. Et si oui, quels étaient les composants mis en jeu dans cette interaction. Donc là, notez bien. Donc notez bien sur votre brouillon dynamitine GFP et notez bien Dicky. Dicky, donc, qui est une MAP. Ça, retenez-le. On notera que Dicky n'est fonctionnelle que si elle est phosphorylée par le groupement phosphate nommé P150 gluède. Pareil, ça c'est super important. Donc vous notez Dicky MAP et vous notez bien P150. Bon, on va appeler ça P150 parce que le gluède, c'est pas du tout ce que ça veut dire et je pense qu'on s'en fout un peu. Donc Dicky, elle a besoin de ce groupement phosphate P150 pour fonctionner. Voilà. Donc MAP Dicky et Dicky fonctionnel avec P150. C'est parti. Donc, première figure A. Donc, on a une expérience avec de la luciférase. Je vous rappelle, luciférase correspond à infection. L'activité de la luciférase nous permet de quantifier l'infection. Quand on a à gauche notre cellule colonne témoin, donc une colonne avec des cellules dans lesquelles on a introduit juste du GFP tout seul. Donc on voit qu'on a une activité de la luciférase à 35. Deuxième colonne, on introduit GFP dynamitine. Qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne une diminution de l'activité de la luciférase. Là, vous voyez bien, je vous parlais tout à l'heure de l'étoile, c'est ça. Ça, c'est l'étoile de la différence significative. Donc, quand on introduit de la dynamitine, ça diminue l'activité de la luciférase, donc ça diminue l'infection. En revanche, quand on introduit du GFP LC8 et du GFP TCTEX1, ça ne change rien. Petit rappel, donc c'est noté à la fin. Donc là, c'est le genre de truc où il y a plein de textes, il y a plein de nouvelles molécules, nouveaux mots, nouveaux machins. Il faut que vous sachiez exactement à quoi ça correspond. Donc dynamitine, vous savez, hein, on vous l'a dit.
Sauf que là, vous avez deux nouveaux mots. C'est LC8 et TCTEX1. Et ça, vous allez avoir une explication que à la toute fin des figures, vous allez avoir DIC 2 points, chaîne intermédiaire de Dickey, et LC8 et TCTEX1, ce sont deux chaînes de Dickey. Donc quand on introduit ces deux chaînes de Dickey, eh ben, ça ne change rien à l'activité, ça ne change pas l'infection. Donc, seule chose à retenir, c'est donc dynamycine entraîne la diminution de l'activité de la luciférase, diminue donc l'infection par BIV. On continue avec une co-immunoprécipitation. Donc, je vous rappelle, co-immunoprécipitation, c'est une méthode qui permet d'étudier les interactions entre plusieurs protéines, qui se fait en deux étapes. Donc, un mini-rappel. Imaginons qu'on étudie l'interaction entre une protéine A et une protéine B. Et bien, d'abord, on prend donc notre tube ASC, où il y a la protéine A qui interagit avec la protéine B. On met dans ce tube ASC un anticorps anti-A qu'on va rendre insoluble. Donc cet anticorps anti-A, eh ben, il va se fixer à la protéine A. L'ensemble va devenir insoluble à cause de ça. On va centrifuger, on tourne très vite. Et ça va faire tomber au fond du tube, donc l'ensemble, le complexe, protéine A, qui interagit avec protéine B, avec l'anticorps et le truc. Bon. Ça, le culot, on peut l'extraire du tube ASC. Donc ça s'appelle une immunoprécipitation. On a fait tomber au fond du tube à l'aide d'un anticorps le complexe protéique. Et ensuite, deuxième étape, c'est le Western blot. Et le Western blot, on ne va pas le faire avec un anticorps anti-A, parce que comme on l'a déjà utilisé, ben on sait qu'on a de la protéine A au fond du tube, mais on veut voir s'il y a bien de la protéine B. Donc on va faire un Western blot avec un anticorps anti-B. Si les deux protéines interagissent, le Western blot sera positif et on va révéler la protéine B. Donc n'oubliez pas les deux étapes, immunoprécipitation avec anticorps anti-A. Si les deux protéines interagissent, on récupère tout au fond du tube, on fait sortir. Et avec un Western blot, on confirme la présence de la protéine B. Donc ici, on fait d'abord une immunoprécipitation avec un anticorps anti-DIC. Donc DIC, c'est la chaîne intermédiaire de Dickey. Donc en gros, on fait tomber Dickey, quoi. On récupère Dickey. Et on regarde si Dickey interagit avec autre chose. Alors, dans cette immunoprécipitation, le seul truc qui diffère, c'est qu'on n'étudie pas une interaction protéine-protéine, mais on étudie des interactions entre des chaînes protéiques ou des groupements. Donc vous voyez que là, après l'immunoprécipitation, on va faire un Western blot qui marque par exemple le groupement phosphate. Donc même si ce n'est pas une interaction protéine-protéine, c'est quand même, ça nous permet de dire si DIC est associé à P150.
ça marche aussi. Hein. C'est une interaction, c'est peut-être pas protéine-protéine, mais c'est interaction protéine-groupement. On vérifie qu'il est bien DIC. Donc ça, c'est juste de la vérification, il n'y a pas de raison que l'immunoprécipitation soit fausse. Ensuite, là, ces deux triangles, les deux flèches indiquent la chaîne lourde et la chaîne légère de Dickey. Donc on regarde si il y a une interaction entre DIC et les chaînes lourdes et légères. Et ensuite, on a une dernière ligne qui est la ligne GFP. Et donc, on regarde s'il y a une interaction entre DIC et ce qui est lié à GFP. Donc, quand on va révéler le marquage GFP, par exemple, dans la colonne GFP LC8, là, ça veut dire que ça révèle aussi LC8. Le GFP révèle par extension LC8. Ici, le GFP révèle par extension TC-TEX1. Si on regarde donc untransfected, donc sans transfection, notre témoin, on récupère DIC. Vous avez donc, on révèle par Western blot le groupement phosphate P150. Donc ça veut dire que DIC est bien associé à P150, donc Dickey est bien phosphorylé. Et vous voyez qu'il y a aussi une association avec les chaînes lourdes et les chaînes légères. Bon, GFP c'est neutre, ça ne change rien. Dynamitine, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette bande-là, P150, elle est plus fine, moins épaisse. Ça veut dire que dynamitine, elle entraîne elle sépare Dickey de son groupement phosphate. Elle déphosphoryle. Donc là, notez, dynamitine. Comme on voit qu'on a une bande plus fine sur le Western blot, ça veut dire qu'elle déphosphoryle Dickey en enlevant son groupement phosphate P51. Donc elle diminue la phosphorylation de Dickey. Mais, souvenez-vous, Dickey, eh ben, elle est fonctionnelle que si elle est phosphorylée. Donc qu'est-ce que ça fait, dynamitine? Eh ben, ça rend Dickey moins fonctionnel. Voilà. Pour le LC8 et TC-TEX1, ça ne change rien au niveau de P150. Et vous voyez qu'il y a des bandes pour les GFP. Donc ça veut dire que LC8 et TC-TEX1 interagissent avec DIC. C'est logique parce que ce sont des chaînes de Dickey, donc c'est normal que ça interagisse avec la chaîne intermédiaire. En revanche, dynamitine, vous n'avez pas de bande, donc il n'y a pas d'interaction entre dynamitine et DIC. Ça, on s'en fout complètement, le truc de l'ISAT. Alors, maintenant on passe à l'immunofluorescence, où on observe en bleu DAPID, donc les noyaux. En rouge, BIV, donc on observe les particules virales. Et dans cette colonne-là, GFP, on observe le marquage du GFP. Donc par extension, soit c'est le GFP seul, soit c'est le GFP qui marque en réalité une autre protéine. Donc première ligne GFP normale, on voit le noyau, BIV près du noyau, GFP un peu partout. Bon. Deuxième ligne, on voit les noyaux. Et on voit que les particules de BIV, elles ne sont pas toutes près du noyau, on en voit aussi dans le cytoplasme.
Donc ça confirme ce qu'on pensait, que dinamitine diminue l'infection. Et dinamitine diminue l'infection parce que elle bloque le transport des virus elle diminue le transport des virus de la périphérie vers le noyau. C'est comme le nocodazole, ça bloque le transport, donc les particules virales restent dans la périphérie, dans le cytoplasme. Pour quand on introduit du GFP-LC8, c'est près du noyau, et TCTEX1, pareil, près du noyau, ça ne change rien. Voilà ce qu'il faut retenir. Question 6. Donc, A, LC8 et TCTEX1 favorisent le transport de BIV vers la zone périnucléaire. C'est faux. Ça ne favorise pas forcément le transport, c'est juste ça ne modifie pas le transport. Ça n'a pas d'effet négatif, pas d'effet positif. Faux. B, la dinamitine a un poids moléculaire plus élevé que les chaînes LC8 et TCTEX1. Pour étudier les poids moléculaires, on regarde le Western blot et on regarde si la protéine s'est beaucoup déplacée ou si justement, comme elle était lourde, elle ne s'est pas trop déplacée sur la plaque d'électrophorèse. Donc on revient à la figure 3A. Là, en fait, les protéines, on les met d'abord, on les met en haut de la plaque d'électrophorèse et après on les sépare. Ça veut dire que si elles parcourent beaucoup de chemin, comme le GFP, ça veut dire qu'elles sont légères. Or, si elles parcourent pas beaucoup de chemin, comme ici, ça veut dire qu'elles sont lourdes. Donc ici, on voit que la dinamitine est plus haute dans le Western blot que LC8 et TCTEX1. Donc ça veut dire que la dinamitine est à un poids moléculaire plus élevé. Donc c'est vrai. La dinamitine dissocie le groupement phosphate P150 de Dickey. C'est tout à fait vrai. On a bien vu avec la co-immunoprécipitation que on avait une bande moins épaisse pour P150, donc dissociation du groupement phosphate. Donc vrai. La chaîne intermédiaire de Dickey, donc interagit avec les deux autres chaînes de Dickey, mais aussi avec P150, LC8, TCTEX1 et dinamitine. Alors, on voit qu'il y a bien une interaction avec P150. Il y a bien une interaction avec LC8 et TCTEX1. En revanche, il n'y a pas d'interaction avec dinamitine. Voilà. Donc la proposition est fausse. Ça ne marche pas pour dinamitine. Dinamitine. On continue sur la même figure. D'après la figure 3C, j'ose plus le dire, il faut que je trouve un autre nom. Dinamitine a une localisation uniquement cytosolique. Pour voir sa localisation, on regarde le marquage au GFP. Comme c'est une protéine de fusion GFP-dinamitine, le marquage GFP nous révèle la dinamitine. On voit que on voit du marquage à la fois dans le cytosol, mais aussi dans le noyau, au milieu de la cellule. Donc, c'est faux. C'est pas uniquement cytosolique, c'est cytosolique, mais aussi nucléaire. B. BIV a la même localisation périnucléaire, quelle que soit la transcription. Ni la présence de BIP, ni la surexpression des chaînes LC8 et TCTEX1 n'altèrent le transport de BIV. Alors, ça, c'est faux, parce qu'on a vu que justement, quand on transfecte de la dinamitine, les particules virales restent au niveau de la périphérie, donc il y a une altération du transport. Donc, voilà, c'est faux. C'est
dinamitine a le même effet sur le cycle infectieux de BIV que nocodazole. Tout à fait. Si on regarde notre tableau de conclusion, on a vu que nocodazole, ça diminue l'infection. On l'a aussi vu pour dinamitine. On a vu que ça diminuait le transport dans les deux cas. Donc ça a exactement le même effet sur le cycle infectieux de BIV. C'est vrai. Et maintenant, est-ce que Dicky est impliqué dans le transport de BIV? Eh bien oui, parce que on se rend compte que quand on met de la dinamitine, qui rend Dicky non fonctionnel, eh bien problème dans le transport. Donc quand Dicky est altéré, problème de transport. Donc ça veut dire que Dicky elle a un rôle dans le transport. Donc on peut rajouter cette dernière conclusion. Dicky, n'oublions pas que c'est une map. Hein. Donc on commence à y voir plus clair dans notre affaire. Elle est impliquée dans le transport de BIV. Bonjour Amel. Donc, pour la question 7, les propositions C et D sont bien vraies. On continue avec une question qui allie et du cours et nos conclusions. Notre fameuse map Dicky, est-ce que ça peut être une kinésine? Non, parce qu'elle est impliquée dans le transport de la périphérie vers le noyau. Donc, Or, la kinésine, eh ben, elle s'occupe du transport du centrosome vers la périphérie. Donc, faux. En revanche, elle pourrait tout à fait être une tinéine, parce qu'on sait que c'est une map motrice. Donc déjà, ça nous mène sur le chemin, et en plus, bon, je vous passe, responsable du transport. Voilà. Question de cours. Les kinésines et dinéines possèdent une activité GTP-asique ou ATP-asique. Quelle est la bonne réponse? T'as dit quoi? Tu sors? Ça n'a aucun... Eh bien, c'est la réponse D qui est vraie. C'est bien ATP-asique. Ne confondez pas la tubuline, les MAPS, l'actine et tout ça. Donc B et D, vrai. On poursuit notre enquête avec une énième expérience. Alors, enfin, les chercheurs ont voulu examiner le rôle de LC8 dans le transport du virus. Pour cela, ils ont utilisé des siARN dirigés contre LC8 et TCTEX1 dans des cellules BIVL qu'ils ont ensuite infectées. Nous savons par d'autres expériences que LC8 interagit avec la protéine virale CA par son domaine coil-de-coil. Donc pareil, notez LC8 interagit, donc moi je note avec une double flèche, avec CA, entre parenthèses BIV, donc par le domaine coil-de-coil. Information à noter. Normalement vous l'avez vu en cours, mais je vous rappelle que les siARN, ce sont des mini-ARN qu'on a créés, qu'on a fabriqués, qui se fixent sur un ARN messager cible et qui entraîne sa destruction. Donc si on met un siARN, pas d'ARN messager, donc pas de protéines. Alors, c'est parti. Donc là, on a une double expérience. On a à la fois une RT-PCR et un Western blot. Je ne vais pas trop m'attarder sur le RT-PCR parce que vous ne connaissez pas cette méthode, donc ça ne sert à rien. En revanche, sur le Western blot, qu'est-ce qu'on voit? Donc le siARN con, c'est donc contrôle. Hein. Donc ça, c'est notre témoin, notre colonne témoin. Quand on met un siARN LC8, qu'est-ce que vous avez? Logiquement, une diminution de la quantité de protéines.
vous n'avez pas une disparition totale de la protéine LC8 parce que le fait qu'on introduise un siRN, ça détruit les ARN messagers, donc ça empêche la synthèse de nouvelles protéines LC8. Mais ça empêche seulement la synthèse. Alors, ce qui reste là dans le Western blot, c'est les protéines LC8 présentes avant la transfection du siRN. Donc, ce n'est pas une erreur. Et en revanche, si vous mettez un siRN contre TCTEX1, eh ben, ça ne change rien pour la quantité de LC8. Maintenant, on s'attaque à l'activité de la luciférase en lien avec l'infection. Le contrôle à 35, comme d'hab. Si on introduit un siRN contre LC8, eh ben, on va avoir une diminution de l'activité de la luciférase, donc une diminution de l'infection. Donc ici, on est figure 4. Donc, diminution de quantité de LC8 entraîne diminution de infection. Brancardier. Pharmacien. Bla 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 bla. Bon. Concentration un petit peu là, je vous sens un peu... Je vous rappelle quand même que les grands chefs de la faculté ne sont pas très contents de tout le bruit qu'il y a en amphi entrée-rentrée du CDP. Ah, ils sont passés vous voir? Ah, dommage. Je crois que c'est le groupe C qui a eu affaire à eux et c'était pas très agréable comme moment. Enfin bref. Donc, voilà pour la B. Pour la C, on observe, c'est la même chose, hein, c'est siRN, on regarde la quantité, je ne vais pas réanalyser. Donc, question 9. Ah, le siARN contre LC8 n'a pas l'effet attendu puisque le Western blot révèle la présence de LC8 dans les cellules. C'est faux. Je vous ai bien dit, s'il vous plaît, si vous avez envie de partir un quart d'heure avant la fin du cours, moi ça ne me dérange pas du tout, je ne me vexerai pas. En revanche, si vous restez en amphi, que vous dérangez ceux qui veulent écouter, ça me dérange. Merci beaucoup. Vous avez le droit de vous lever, hein. Pas de souci. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas, le siRN n'entraîne pas la disparition totale de LC8, ça bloque juste la synthèse de nouvelles protéines. Donc, c'est pas un problème. C'est faux. B. Les siRN fonctionnent aussi bien dans les deux types de cellules testées. C'est vrai. Regardez vos Western blots, il y a les mêmes résultats, c'est la même chose. C, la figure 4b confirme que le LC8 semble favoriser l'infection par BIV. C'est tout à fait vrai. Là, il faut raisonner à l'envers. Quand on enlève du LC8, ça nuit à l'infection. Donc, ça veut dire que LC8 avait un effet positif sur l'infection. Quand on utilise des siRN, il faut bien retourner. C'est l'absence qui entraîne la diminution, donc on inverse. La présence, ça favorise. D. LC8 permet probablement de transporter BIV en se fixant à la protéine virale CA. Pareil, c'est une hypothèse. Alors là, je rappelle, on a bien une hypothèse parce que vous avez l'adverbe probablement. Si vous aviez, nous pouvons assurer que LC8, on ne pourrait pas complètement le prouver. En revanche, on peut bien émettre l'hypothèse. C'est quelque chose à laquelle il faut faire très très attention en exercice, c'est la formulation des phrases. Les adverbes, les verbes utilisés, tout ça. Donc ici, c'est une hypothèse qui est tout à fait plausible. Vous savez d'après le texte, c'est pour ça qu'il faut bien noter les infos du texte, que LC8 interagit avec la protéine CA de la capside. Donc la partie en se fixant à la protéine CA, elle est vraie. On sait aussi que LC8, ça semble
favoriser l'infection. Donc ça a probablement un rôle dans le transport de BIV de la périphérie vers le noyau. Et on sait aussi que LC8, c'est une chaîne de Dickey, notre fameuse map motrice, notre dynéine probablement, impliquée dans le transport de BIV. Donc, comme on sait que LC8 c'est Dickey et que c'est une dynéine, comme on sait que LC8 interagit avec CA, cette proposition est tout à fait plausible. On continue avec une immunofluorescence. Sauf que je ne vois pas du tout, les points fluorescents correspondant aux particules virales. Donc, on va juste en déduire que... Donc, on va juste étudier le graphe parce que l'image n'est pas du tout claire. Quand on met donc du SI ARN LC8, donc diminution de la quantité de LC8, et bah, nos particules virales, elles restent en périphérie. Tout ça, ça confirme nos hypothèses. Donc ça confirme que LC8 est importante dans le transport de LC8. On y va. TCTX1 et LC8 sont indispensables au transport rétrograde de BIV. Je dis transport rétrograde, ça veut juste dire que le sens du transport rétrograde, ça veut dire de la périphérie vers le noyau. En fait, le sens de base, c'est antérograde. C'est quand les protéines, elles sont synthétisées dans le cytoplasme, elles sont excrétées hors de la cellule, donc c'est le sens antérograde. Rétrograde, c'est qu'elles reviennent à leur lieu de naissance. Donc de la périphérie vers le centre de la cellule. Donc, est-ce que c'est indispensable? Non. Quand on enlève TCTX1, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de différence significative dans la localisation des particules virales, donc ça n'influence pas le transport. Il n'y a que LC8 qui paraît indispensable. L'absence de LC8 empêche le virus d'atteindre la zone périnucléaire. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec la correction. On a bien vu que le SIRN, ça n'entraîne pas une absence de LC8, mais une diminution de quantité. Donc pour moi, c'est plutôt la diminution de quantité de LC8 qui empêche le virus d'atteindre la zone périnucléaire. Donc moi, j'aurais mis faux. Il faut que j'en parle avec la rédactrice de l'exercice, mais voilà, je vous dis juste que c'est pas hyper clair, SIRN, c'est pas complètement une absence. LC8 interagit avec les microtubules pour transporter le virus. On n'en sait rien, on n'a fait que de la microscopie, pas de cominoprécipitation. L'image de la figure 5A a pu être obtenue à l'aide d'un microscope confocal. C'est vrai. En effet, il y a deux types de microscopes qui permettent de visualiser des images fluorescentes. C'est le microscope à épifluorescence et le deuxième type, c'est le microscope confocal, qui est beaucoup moins fréquent, mais qui existe surtout pour la recherche. Donc B, D, vrai. Alors là, il y a beaucoup de pistes, mais on va aller à l'essentiel parce qu'il n'y a que certaines informations qui nous intéressent. La première expérience, c'est en fait un western blot, mais qui permet de localiser la protéine CA. En fait, on va séparer deux fractions, une fraction cytosolique S d'une fraction P microtubule. C'est noté dans la légende, fraction cytosolique. Donc ça va nous permettre de localiser notre protéine CA qui sera soit dans le cytosol, soit associée au microtubule. Dans les cellules témoins, on voit que la protéine CA, elle est dans la fraction microtubule. Or, quand on introduit du nocodazole ou quand on introduit un SIARN contre LC8, notre protéine virale CA, elle passe de la fraction microtubule à la fraction cytosolique. Donc, ces traitements ont une influence sur la localisation de CA. Donc ça, c'est ce qu'il y a à retenir pour la figure A. Pour la figure B, on va d'abord regarder la colonne témoin, donc où il n'y a pas de plasmide et pas de SIARN.
On fait d'abord une immunoprécipitation anti-CA. Et ensuite, on fait un Western blot, donc ça s'appelle une co-immunoprécipitation, pour étudier les interactions entre CA et d'autres protéines. Donc ici, on voit qu'on immunoprécipite CA et on observe une grosse bande DIC. Donc ça veut dire qu'il y a bien une interaction entre CA et DIC. En revanche, quand on introduit le siARN LC8, donc ici c'est cette colonne, introduction de siARN, et ben on voit une diminution de la quantité de DIC. Donc le siARN LC8 donc diminution de LC8 entraîne diminution de interaction DIC-CA. Donc ça veut dire que LC8, elle a une importance dans l'interaction entre DIC et CA. Voilà, c'est tout. Après, le reste, on s'en fiche. Donc, question 11. Le nocodazole et le siARN LC8 font passer la protéine CA de la fraction microtubule à la fraction cytosolique. C'est vrai. Dans les cellules témoins, on était dans P, donc microtubule, et on passe pour le nocodazole et le siARN en S, donc en cytosolique. La présence de LC8 bloque l'interaction entre DIC et CA. C'est faux. C'est justement l'absence, ou en tout cas la diminution de la quantité de LC8 qui bloque l'interaction entre DIC et CA. Ce n'est pas la présence, mais c'est l'absence à la moindre quantité de. C. La bêta-actine est ici utilisée comme témoin de dépôt. C'est tout à fait vrai. La bêta-actine, elle nous permet de voir qu'on a mis autant de quantité d'extrait protéique dans tous nos puits. Parce que la bêta-actine, c'est une sorte de... c'est une protéine universelle qu'il y a dans toutes les cellules en même quantité. Et donc, c'est un témoin de la quantité mise dans le puits. Vrai. Et D, DIC interagit directement avec CA. Ça, on n'en est pas sûr. En effet, quand on fait une co-immunoprécipitation, on ne sait pas si l'interaction elle est directe ou indirecte. Mais ici, on voit que quand on enlève LC8, l'interaction elle ne marche plus. Donc ça nous permet de dire que LC8 ça a un rôle dans cette interaction. Et par exemple, là je vous fais une hypothèse, LC8, ça pourrait être un pont, donc c'est une hypothèse, donc je mets un point d'interrogation, ça pourrait être un pont entre DIC et CA. Et si, par exemple, là vous avez DIC, là vous avez LC8 et CA, et donc si on enlève LC8, et l'interaction elle ne marche plus. C'est une hypothèse. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas affirmer que ça interagit directement. Alors maintenant, question 12, c'est notre question de synthèse de l'exercice. C'est pour ça, et c'est à notre tableau, notre brouillon, il va nous servir à ça. On a toutes les informations récapitulées. Et donc, on va en pouvoir faire une superbe synthèse. Alors, A, le virus utilise la machinerie des kinésines pour son transport rétrograde grâce à l'interaction entre la particule virale CA et la chaîne LC8 de Dickey. Alors, il y a déjà, très vite, la proposition, on voit qu'elle est fausse, parce que le virus n'utilise pas les kinésines, mais les dinéines. Sinon, c'est tout à fait possible. Hein. Le reste de la phrase est plutôt vrai. B. LC8 joue le rôle de pont entre la chaîne intermédiaire de Dickey, donc DIC, et la protéine virale de la capside de Biv, ce qui permet au virus de voyager le long des microtubules. Donc, d'après la figure 6, c'est ce qu'on voyait, c'est que LC8
pourrait tout à fait être un pont entre DIC et CA, et que c'est ça qui permettrait au virus de voyager le long des microtubules. Ce qu'on a bien vu, hein, que dans d'autres figures, que LC8 était indispensable au transport. Donc ça paraît logique. Ça veut dire que vous auriez en gros, vous auriez votre microtubule, vous auriez votre protéine motrice Dicky, la chaîne LC8 qui relie Dicky à CA, CA étant une protéine du virus. Donc vous aurez microtubule associé à Dicky, associé à, qui utilise sa chaîne LC8 pour se lier à CA. Donc ça permet de lier le virus au microtubule. Et ça permet au virus de se déplacer, surtout grâce à la dynéine Dicky. C. Les chercheurs pourraient essayer de produire une protéine comportant le domaine cold-cold de CA et la faire entrer en compétition avec BIV pour fixer LC8 et ainsi bloquer l'infection. Tout à fait, parce que si on prend une protéine qui a le même domaine que CA, ça veut dire que cette fameuse protéine X, eh ben, elle va se fixer à LC8, elle va se fixer à Dicky, et donc elle va prendre la place de BIV sur Dicky, et donc BIV ne pourra plus utiliser Dicky pour avancer dans la cellule, parce qu'il y aura déjà une autre molécule sur Dicky. Donc c'est vrai. D. La dynamycine pourrait être utilisée in vivo pour traiter l'infection par le virus de l'immunodéficience bovine sans autre conséquence sur la cellule. C'est faux. Si on met de la dynamycine in vivo, ça va nous engendrer plein de problèmes. Je vous rappelle que la dynamycine, bon, elle a un effet positif, c'est qu'elle diminue l'infection, donc ça c'est bien, mais elle diminue la phosphorylation de Dicky, donc elle rend la dynéine non fonctionnelle. Or, une dynéine, on suppose que ça sert à plein de choses. Ça ne sert pas que à transporter un virus. Donc, si on rend une dynéine non fonctionnelle, ça va avoir sûrement plein d'autres conséquences au niveau cellulaire et peut-être créer d'autres pathologies. Donc, ce n'est pas recommandé de mettre de la dynamycine comme traitement. L'exercice est terminé. Vous pouvez venir poser vos questions au tuteur à la paillasse. Et ne bougez pas, on va vous distribuer les corrections de l'exercice. Donc attendez qu'on vienne vous distribuer la correction et après vous pourrez poser vos questions.